Bonsoir à toutes et à tous. Voici la manchette de l'actualité de la semaine dans la MRC de Portneuf et une partie de la Jacques-Cartier. Donnacona inaugure le parc urbain de transit. Saint-Casimir dévoile sa saison culturelle 2026-2027. Air ouverte bonifie ses services dans Portneuf. Benoît Ayotte démystifie les loups. Cela étant dit, passons au développement des titres. La culture sera une fois de plus à l'honneur à Saint-Casimir. Culture Saint-Casimir a dévoilé vendredi sa programmation 2026-2027, ainsi que celle des Vendredis Saints, une série d'activités estivales qui animeront le marché public. Musique, théâtre, humour et lutte professionnelle sont notamment au menu de cette nouvelle saison. Reportage Luc Robitaille. Après la commission B à Saint-Casimir, la salle de spectacle Les Grands Bois nous offre sa programmation officielle 2026-2027, ainsi que le lancement des Vendredis Saints, marché public, pour l'été. La saison en salle, elle, de culture Saint-Casimir et des Grands Bois, arts et spectacles s'inscrit dans la continuité des dernières années, avec comme mantra la célébration de la musique, du théâtre, de l'humour et même de la lutte du Québec. Donc, on commence la saison avec un gala de lutte le 2 octobre, ici même, dans la salle de spectacle. La majorité des spectacles qu'on diffuse, c'est bien évidemment ici au Théâtre des Grands Bois, avec les Grands Bois qui sont un partenaire de la première heure de la diffusion des spectacles ici. Mais il y a également des spectacles au Café Ringo, des spectacles plus intimes, et ainsi qu'un spectacle cette année qui va avoir lieu à l'église de Saint-Casimir, un concert-événement de musique classique pour souligner les 30 ans de la Société d'histoire et de généalogie de Saint-Casimir. J'invite maintenant Mme Catherine Rochon, directrice générale de la microbrasserie Les Grands Bois et coproductrice des Vendredis Saints. Donc, les Grands Bois sont un partenaire de longue date du développement culturel à Saint-Casimir. La brasserie, cette année, on fête notre 10e anniversaire. Ça fait 10 ans que vous êtes là. C'est très cool. Merci beaucoup. C'est ça qu'on brasse la bière. On brasse la bière, une expression de notre savoir-faire, notre créativité. Mais avant tout, c'est vraiment une façon de vous faire plaisir, de rassembler les gens. C'est super important pour nous. Puis aussi, ce qui est super important pour nous, puis qui fait partie de notre mission, c'est de créer des événements rassembleurs autour de la culture. Puis grâce à Culture Saint-Casimir, on peut vraiment vivre cet aspect-là au maximum. Maintenant, je cède la parole à Mme Lise Bayarjon, mairesse de Saint-Casimir. Alors, les Vendredis Saints sont bien plus qu'une série d'activités. Ils sont une occasion privilégiée de renforcer les liens qui nous unissent dans notre communauté. Je tiens à remercier chaleureusement les partenaires, les organismes, l'équipe des Grands Bois et de Culture Saint-Casimir qui contribuent au succès des Vendredis Saints. Cette nouvelle saison nous invite à profiter de l'été, à découvrir de nouveaux artistes et commerçants et à partager de beaux moments en famille et entre amis. Enfin, pour conclure cette portion officielle de notre lancement, j'ai le plaisir d'inviter M. Vincent Caron, député de Portneuf. Écoutez, c'est une recette parfaite pour que l'été et ces marchés commencent bien. Il fait beau. Vous avez des partenaires qui sont chaque année au rendez-vous, mais ce qui est essentiel dans tout ça, c'est l'humain. Les gens qui se mobilisent pour faire en sorte que ces moments soient des moments mémorables, mais surtout des moments où on partage, où on découvre de nouvelles saveurs. Vous savez, moi, je suis un épicurien, donc depuis quelques jours, je fréquente les marchés de Portneuf et je me régale. À chaque fois que je rentre à la maison, on me dit « Qu'est-ce que tu as encore ramené ?» Mais c'est à chaque fois l'occasion de me régaler. Je veux vous souhaiter un bel été, une belle soirée, d'excellents Vendredis Saints. Vraiment, on est chanceux dans Portneuf d'avoir des gens comme vous qui font bouger nos belles communautés et nos beaux villages. Les marchés publics et les Vendredis Saints sont présents à Saint-Casimir depuis plusieurs saisons déjà. Du côté de la programmation de la salle de spectacle, quelques grands noms sont attendus.
C'est la 6e saison que l'événement a lieu sur les terrains de la microbrasserie Les Grands Bois, donc on débute notre 6e année. Okay. Il va y avoir Diane Tell, la vraie Diane Tell qui vient fêter ses 50 ans ici. On a Caïn qui va faire sa tournée d'adieu, donc dans les derniers spectacles, on va les accueillir ici à Saint-Casimir. On a aussi, il va y avoir Sarah Dufour aussi que j'ai oublié de nommer là, dans les gros noms qu'on accueille. Puis il va y avoir une tournée d'artistes aussi qui va avoir lieu à la salle ici au Théâtre des Grands Bois, mais également au Café Ringo. Puis on accueille aussi un spectacle à l'église de Saint-Casimir qui va être Émilie Cabot et Martin Lisotte là, pour une fois cette année. On a aussi un événement de lutte qui va lancer l'ouverture de notre programmation en salle. Alors cette année, on va présenter 2 spectacles à l'intention du jeune public, 2 spectacles de théâtre. C'est des représentations qui sont à l'intention des écoles. Donc on reçoit des écoles d'une bonne partie de la MRC de Portneuf, surtout de Portneuf-Ouest et de la MRC des Chenaux également. C'est des jeunes d'âge primaire, préscolaire et primaire. Donc à partir de 4 ans jusqu'à 12 ans. Et chaque année, on a environ autour de entre 900 et 1000 enfants qui viennent dans la salle assister à une représentation avec leur école. Au marché public, là, au Vendredi Saint, comme on a présentement, aujourd'hui, on avait la fanfare de l'école de musique de Deschambault-Grondines qui était avec nous. Puis à 5 autres occasions, là, on a des spectacles musicaux qui sont pour eux gratuits là, durant la saison. On a également le volet culturel jeune public dont ma collègue Chloé vous a parlé. C'était Luc Robitaille à Saint-Casimir pour CJSR. Donnacona compte un nouvel espace de plein air. La ville a officiellement inauguré le 30 juin dernier le parc urbain Le Transit, un réseau de près de 5 km de sentiers destinés à la marche, au vélo, à la course et à la raquette. Né d'une initiative citoyenne, le projet vise à offrir un lieu accessible en toute saison, tout en mettant en valeur le milieu naturel. Philippe Papillon. Permettez-moi de vous raconter brièvement la petite histoire derrière le parc urbain Le Transit. Parce que oui, comme bien des bonnes idées, tout a commencé en 2020, en pleine pandémie, quand on avait le temps de réfléchir à beaucoup de projets. À ce moment-là, plusieurs redécouvraient le plaisir de marcher et de faire du vélo. Et ici, à Donnacona, on a carrément imaginé un réseau de sentiers de vélo de montagne en pleine ville. Heureusement pour nous, cette idée ambitieuse n'est pas restée sur une nappe de cuisine. Elle a été analysée, encadrée et surtout portée jusqu'ici pour devenir ce que nous inaugurons aujourd'hui. Le choix du site ne s'est pas fait par hasard. Après réflexion et plusieurs marches extérieures, nous avons imaginé et identifié le milieu naturel entourant les bassins de rétention comme l'endroit tout désigné pour ce projet. Et il faut le dire, transformer un tel lieu en un espace rassembleur avec du mouvement, ça demande à la fois de la vision et un peu d'audace. Ce projet ne s'est pas réalisé du jour au lendemain. Il s'est construit en plusieurs phases, chacune apportant son lot de défis. Mais à chaque étape, j'ai pu compter sur l'appui de citoyens engagés qui ont contribué de manière essentielle au projet et à son développement. Je nomme Simon Beaulieu, Keith Chiasson, François Langlois, Philippe Nadeau, Jonathan Noël, Christian Pouliot, Pascal Tivierge et Hugo Trépanier. Leur implication démontre une chose très simple. Ici, à Donnacona, les idées citoyennes ne font pas que circuler, elles se réalisent. Aujourd'hui, ce que nous vous offrons, c'est un réseau complet où chacun peut trouver son compte, avec 6 sentiers de vélo de montagne, de niveaux variés, allant du débutant jusqu'à l'expert. Et ça, sans dénivelé. Et une grande boucle multifonctionnelle sur laquelle on se trouve. Sans oublier les 3 entrées distinctes qui permettent à ce parc urbain de jouer un véritable rôle de transit dans la ville. Autrement dit, on peut y entrer par hasard et y revenir exprès.
Alors, ça me fait plaisir de vous recevoir ici aujourd'hui. Au départ, c'est une idée citoyenne, comme Mme Raby l'a mentionné. C'est une idée citoyenne qui s'est présentée à nous. Alors aujourd'hui, c'est une vision qui s'est concrétisée, comme vous pouvez voir. C'est un espace qui est rassembleur, qui nous invite tous à bouger. En plus, c'est dans un milieu qui est totalement naturel. C'est près de 5 km de sentiers que nous avons, dont 3 km qui ont une vue sur le fleuve. Je tiens à souligner aussi la collaboration essentielle des citoyens qui se sont impliqués à ce projet-là. Notre équipe municipale, plus spécialement Mme Karen Raby, les précieux bénévoles qui sont participés également, nos partenaires, dont Desjardins, qui ont contribué, je vais laisser M. Brière en parler plus tard, la MRC de Portneuf, qui a contribué pour un investissement de 150 000 $, l'Unité des loisirs des sports de la capitale nationale pour une contribution de 10 000 $ également. Puis il ne faut pas oublier, dans tout ça, il est très important, les Sentiers Boréales, une entreprise québécoise spécialisée dans la conception et la construction des sentiers dans le milieu naturel, qui est un partenaire important dans le projet, également par ses conseils très précieux. C'est avec une grande fierté que je représente aujourd'hui la Caisse Desjardins du centre de Portneuf et le Fonds du Grand Mouvement des Jardins dans le cadre de l'inauguration du parc urbain Le Transit. Dès les premières étapes du projet, cette initiative nous a interpellés puisqu'elle incarne des valeurs fondamentales pour notre coopérative, la promotion de saines habitudes de vie, la responsabilité sociale et l'amélioration du bien-être des individus et des collectivités. Bravo pour cette vision-là, parce que c'est ce qu'on aime faire ici, au Québec, un peu partout. C'est lorsqu'on peut s'impliquer avec la communauté, on le fait pour la jeunesse, les jeunes, la progression. Donc, on veut construire des sentiers qui sont progressifs, de débutants à experts, parce que rapidement, les jeunes grandissent dans cet environnement-là, puis rapidement, les jeunes en demandent toujours plus. Hein, Christian? C'est ça. Fait qu'on est très habitué de travailler dans ce cadre-là. Puis non seulement on a réussi à faire cet exploit-là ici dans le parc urbain du Transit, mais le fait qu'on a travaillé sur un dénivelé qui était complètement plat. Habituellement, un vélo de montagne, synonyme de on fait du vélo en montagne. Donc de plus en plus, on veut vraiment sortir le vélo de montagne de la montagne et créer des espaces comme ça qui sont beaucoup plus urbaines. Pourquoi? Parce que c'est de cette manière-là qu'on va aller chercher des adeptes d'une manière durable et sécuritaire aussi. Donc, de construire le genre de sentier qu'on a fait ici, de débutants à experts, mais on le sait que c'est progressif. Ceux et celles qui sont dans le quartier ou qui viennent d'ailleurs, ils peuvent arriver avec n'importe quel type de vélo et s'amuser. Et rapidement, désolé pour les parents, mais vous allez devoir investir un petit peu plus cher pour des vélos un petit peu plus de meilleure qualité, plus haut de gamme, parce que le niveau des sentiers le permet. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire ici aujourd'hui. Puis avec Karen, elle a eu une vision aussi, de vraiment jumeler s'il y a des marcheurs, s'il y a des cyclistes. Je pense que ça allait être important de faire ce jumelage-là aussi pour le parc. C'est pas juste pour les cyclistes aussi, c'est pour un peu tout le monde, peu importe qu'on soit en vélo ou à la marche. Donc, le sentier multifonctionnel vient agir à cet effet-là pour la sécurité des gens aussi. Mais je tiens à dire bravo pour la vision. Les jeunes de Portneuf auront bientôt un meilleur accès aux services psychosociaux. Le programme Air Ouverte bonifiera son offre dès cet automne à Saint-Raymond, avec une équipe à temps plein. Destiné aux 12 à 25 ans, ce service de proximité mise sur un accès rapide et sans rendez-vous pour répondre aux besoins des jeunes. Nous avons assisté à la conférence de presse mercredi dans les locaux du Carrefour Jeunesse Emploi de Saint-Raymond. Voici les détails. Encore une fois, vraiment, c'est la démonstration ce matin, ta visite, mais aussi ce qui va être annoncé, c'est la démonstration qu'on pense beaucoup à notre jeunesse. On pense beaucoup à notre jeunesse qui est parfois aussi en difficulté. On le voit au bureau avec Julie qui travaille avec moi, le nombre d'appels de détresse qu'on a chaque semaine de la part de parents, mais aussi de jeunes qui ne savent pas à quelle porte frapper. Donc, Air Ouverte, c'est exactement le service qu'il faut mettre à leur disposition. Merci beaucoup Vincent, ça me fait extrêmement plaisir d'être là et de répondre à l'invitation parce que c'est un projet auquel je crois
grandement le projet des aires ouvertes. C'est vrai que tu as insisté pas mal pour qu'on vienne à Saint-Raymond à Donnacona. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de cet automne, ça va être à temps plein. Monsieur le maire, monsieur le préfet, vos présences ce matin sont très importantes. Puis ça montre aussi, parce que Aires ouvertes, c'est un projet où la communauté, les organismes sont tous impliqués pour la réussite du projet. Et le fait qu'on soit situé ici, au Centre Jeunesse Emploi, ça vient encore parler encore plus à cette faveur, parce que c'est un partenariat gagnant-gagnant, Aires ouvertes et les Centres Jeunesse Emploi. Mais ce qu'on annonce aujourd'hui, cette ouverture à temps plein, c'est fondamental, parce que les services Aires ouvertes, ça a été développé par les jeunes pour les jeunes. Puis la beauté du concept, c'est qu'ils peuvent avoir accès avec ou sans rendez-vous. C'est eux qui travaillent dans l'organisation du site, dans l'organisation de l'horaire, dans l'organisation des professionnels qui vont être disponibles. Ça rend le modèle extrêmement puissant. Puis la plus belle consécration d'Aires ouvertes, c'est qu'avec leur développement à travers le Québec, quand on est arrivé en 2018, il y avait 3 projets pilotes, dont un seul qui était ouvert. On a vraiment accéléré, appuyé sur l'accélérateur. Ce qui est intéressant également, c'est la diversité des services, pas juste santé mentale, mais santé physique, santé sexuelle. Ça, il y a beaucoup des jeunes qui lèvent la main pour ces services-là. Puis le dernier point, je pense que les intervenants seraient mieux pour en parler, est-ce qu'on va chercher des clientèles qu'on ne peut pas aller chercher normalement, parce qu'ils ne lèvent pas la main. Déjà, 50% des gens qui ont des problèmes de santé mentale n'osent pas lever la main, mais les clientèles les plus vulnérables ou les clientèles avec des enjeux d'identité, ben, sont encore moins capables de lever la main. Puis là, ici, on a des intervenants qui sont sur le terrain, vont dans les écoles, vont dans les parcs, sont rejoignables par cellulaire. C'est vraiment une équipe idéale là, pour offrir des services dans une région comme ici. Je vais essayer de compléter parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur c'est quoi Aires ouvertes en fait, mais effectivement, quand c'est des services pour les jeunes 12-25 ans, tous les jeunes sont les bienvenus à Aires ouvertes. On travaille quand même dans l'uniforme, on appelle ça l'universalisme proportionné. Voilà. Ce que ça veut dire en gros, c'est un beau terme qui vient dire on répond à tous les jeunes, mais nous on a quand même une clientèle plus visée. On cherche vraiment à rejoindre nos jeunes qui sont marginalisés, des affiliés. Donc, c'est quand on va sur le terrain faire du démarchage, c'est vraiment pour aller rejoindre ces jeunes-là. Mais ils sont tous les bienvenus. Donc, on travaille sur les deux créneaux en même temps. On a une quarantaine de sites à travers le Québec, dont 26 permanents. Et ce qu'on a vu, c'est une diminution importante des listes d'attente en santé mentale jeunesse. Puis la raison pourquoi, c'est que quand les problèmes sont pris au bon moment, donc dès que le jeune lève la main, ça permet de résoudre le problème avant qu'il se chronicise. Et ce qu'on voit aussi, c'est que dans la plupart des cas, en delà de 5 rencontres, le problème est réglé chez nos jeunes. Il n'y a pas de complexité ou de référence vers la deuxième ligne, c'est-à-dire un psychiatre, un psychologue. Vraiment, les équipes Aires ouvertes sont capables de régler nos problèmes. Puis je peux vous dire que cet été, on a aussi bonifié, en attendant l'ajout que les 2 personnes arrivent là, en septembre, on a quand même... avec l'équipe de Québec, dans le fond, il y a Émilie et Diane qui font partie de l'équipe de Québec qui viennent assurer une présence une journée par semaine. Mais j'ai 3 mardis aussi qu'il y a un infirmier qui va venir avec une intervenante psychosociale. Puis si je suis capable d'aller en mettre un petit peu plus aussi durant l'été, on va le faire. Spécialement les soins infirmiers, je pense que ça répond à des besoins en fait. Donc, pour faire des dépistages notamment. L'actualité dans Portneuf est riche et variée. Je vous souhaite un bon visionnement du téléjournal. Saviez-vous qu'il existe de nombreux crédits d'impôt auxquels vous pourriez avoir droit? Pour savoir lesquels, c'est simple. Consultez le justepourtous.ca. Tous les crédits d'impôt disponibles sont là. Ainsi que vous soyez parent, aîné ou encore proche aidant, étudiant ou travailleur autonome, vous pourrez facilement identifier les crédits d'impôt qui vous concernent. Assurez-vous d'en bénéficier. Rendez-nous visite au justepourtous.ca. Toujours à Saint-Raymond, l'histoire de Monseigneur Alexandre Vachon s'inscrit désormais dans une exposition permanente. Installée ce 1er juillet à l'église de la municipalité, elle met en lumière le parcours exceptionnel de ce scientifique, défenseur de la langue française et ancien archevêque d'Ottawa. L'exposition est accessible gratuitement chaque jeudi lors du marché public et des célébrations de l'église. C'est en 2022, il y a 2 petites nièces de Monseigneur Alexandre Vachon qui sont venues remettre à la ville des artefacts qu'il y avait dans leur famille. Donc, c'est de là qu'est partie l'idée de
faire une exposition pour faire connaître cet illustre personnage qui est né à Saint-Raymond, qui a fait de grandes choses. Donc, nous, c'est de le faire connaître ses réalisations. C'est quoi? Est-ce que vous pouvez revenir sur ces réalisations? Le pavillon, entre autres, le pavillon Vachon à l'Université Laval, il était nommé pavillon Vachon en son honneur. C'est une personne qui a fait beaucoup pour les sciences. Il était en chimie, c'était une de ses forces. Il a été étudié à l'Université Harvard aux États-Unis, de même pour Massachusetts Technology Institute. C'était quelqu'un qui était très brillant. Il était impliqué aussi dans les Chevaliers de Colomb. Il était aumônier pour un cercle à Québec. Ensuite, il est devenu un Chevalier de Colomb de 4e degré. Il était Chevalier de Colomb, aumônier des Chevaliers de Colomb de la région de Québec jusqu'à la Mauricie. Donc, c'est quelqu'un qui a été impliqué beaucoup. Dans l'exposition, c'est surtout des écrits qu'on a, des principales parties de sa vie, des écrits qui sont importants, qui soulignent tout son travail. Donc, c'est des écrits, les gens pourront lire et vont en apprendre sur tout ce qu'il a fait dans sa vie. On lui doit une reconnaissance. Nous, ici, à Saint-Raymond, on a la rue Monseigneur Vachon. On avait par le passé la commission scolaire Monseigneur Vachon. Maintenant, c'est le centre de service scolaire de Portneuf. À Chute-Panay, il y a un monument qui a été mis en place en 1967 lors du 125e anniversaire de Saint-Raymond, en son honneur à lui aussi. Donc, il a laissé sa trace, sa marque à plusieurs niveaux. Il était archevêque d'Ottawa à la fin de sa vie aussi. Il s'occupait des congrès mariales. Il avait organisé un à Ottawa qui était d'envergure internationale. Donc, c'est quelqu'un qui s'est impliqué. Il y a beaucoup de réalisations, de grandes réalisations. En 2023, il a été reconnu personnage historique national par le Canada. Donc, il y a une partie qui c'est plus son volet côté sciences, et une autre partie, c'est le volet ecclésiastique. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre sur lui, sur sa vie, et c'est indiqué qu'il était le plus savant des ecclésiastiques et le plus ecclésiastique des savants. Donc, c'est les deux volets qui sont traités dans l'exposition par des écrits. Les gens sont invités à lire. Il y a même un audio aussi, c'est un hommage qui lui a été rendu suite à son décès. Pourquoi choisir l'église de Saint-Raymond pour faire son exposition? Monseigneur Vachon est né à Saint-Raymond. C'est la Société du patrimoine de Saint-Raymond qui chapeautait l'exposition. La fabrique de Saint-Raymond-du-Nord a accepté ils ont accepté que l'exposition soit présentée dans l'église. C'est une exposition permanente. Elle restera là, puis peut-être que dans les prochaines années, elle sera bonifiée par d'autres artefacts qui ne sont pas présentés aujourd'hui, mais qui sont en réserve. Quels sont les horaires pour la visite et est-ce que c'est gratuit? Oui, c'est absolument gratuit. On souhaite qu'il soit une inspiration. Lui, il se battait pour le français il y a longtemps. On se bat encore pour que la langue française soit bien parlée, qu'elle soit reconnue, qu'elle soit apprise par tout le monde correctement. C'est une des choses. Permettre à davantage de jeunes de vivre l'expérience d'un camp de jour à la ferme. C'était l'objectif d'une soirée country-bénéfice organisée samedi à la ferme équestre d'Orlise, à Saint-Basile. Les profits de l'événement serviront à financer des inscriptions pour des familles à plus faible revenu. Dans le fond, nous, l'événement en tant que tel, c'est pour venir en aide aux familles à plus faible revenu, d'avoir des participations gratuites à notre camp de jour, à la ferme. Donc, tous les fonds recueillis, tous les profits amassés vont être pour ces jeunes-là. Et puis, tous les fonds amassés vont être doublés par la ferme équestre pour doubler notre impact ici avec les jeunes. Donc, les activités qu'on vous offre aujourd'hui quand vous allez venir à la ferme, c'est les tours d'hélicoptère, les tours de tracteur pour faire des visites guidées de la ferme. Il y a des tours à cheval en manège aussi. Il y a un souper hot dog et puis plus tard en soirée, on va avoir l'événement au Préau qui va être la danse country.
Mais à la base, la ferme a été fondée en 1974 par M. Lafrenière. Mes parents ont racheté en 2006. Ça a été un des plus gros centres de randonnée équestre jusqu'à récemment. Et puis depuis cette année, on se spécialise plus dans les camps de jour à la ferme et puis un petit camping équestre qui s'en vient comme projet très bientôt. Donc, quand vous amenez votre jeune à la ferme, premièrement, le matin, il y a des activités à cheval. L'enfant va développer son autonomie à cheval, bâtir une estime de soi, et puis il va passer vraiment un été où ce qui va être mémorable toute sa vie. T'sais, on a vraiment des étudiants, des élèves de là, 50 ans qui s'en rappellent encore aujourd'hui. Et puis en après-midi, c'est plus des jeux typiques d'un camp de jour qu'on connaît plus. Oui, exact. On a un moniteur par groupe et une aide-monitrice aussi qui accompagne cette monitrice-là. Le jeune emmène son lunch froid le matin et puis avec ses collations, puis le midi, une demi-heure attitrée pour ça. Bien, l'entrée à la ferme en tant que telle est gratuite. Les tours de tracteur sont gratuits. Notre petite casse-croûte, hot dog, chips, liqueurs, les boissons, ça c'est à faible coût. C'est environ 2 $ par item. Un peu moins si on en prend les packs, les trios. Et puis, pour les tours d'hélicoptère, c'est 80 $ par personne. Et les tours en manège, c'est 5 $ par personne, taxes incluses. OK. Mais de quelle façon vous ramassez les fonds? Est-ce que c'est des contributions volontaires? Est-ce que moi, si je veux contribuer, comment est-ce que je procède? La meilleure manière d'amasser des fonds, c'est vraiment d'acheter des billets de moitié-moitié. Et puis, la moitié de ces fonds-là va aller aux jeunes, l'autre moitié à vous. Et puis, inquiétez-vous pas, si vous ne gagnez pas le premier moitié-moitié, la première place fait gagner un barbecue, une randonnée à cheval au centre équestre sur les Pichets à Saint-Raymond, des systèmes de plusieurs de nos commanditaires, donc vous avez plusieurs chances de gagner. Pour l'instant, c'est plus nous qui organisons ces événements-là. Mais c'est familial, là, le centre équestre à Saint-Raymond, c'est ma sœur, puis c'est pour ça que ça s'appelle la ferme équestre d'Aurélie, c'est Aurélie, donc on fait notre possible pour que tout le monde en profite. Ici, à Saint-Basile, est-ce qu'on peut faire des randonnées à cheval? Non, ça se spécialise vraiment à Saint-Raymond maintenant. OK, à Saint-Raymond. OK. Ici, qu'est-ce que vous faites en particulier? Est-ce que vous faites juste l'élevage des chevaux comme tel ou est-ce que vous avez cultivé la terre? Qu'est-ce qui se passe ici à Saint-Basile? On est producteur de foin. On fournit d'autres écuries et fermes en foin. Ça, c'est l'activité la plus agricole qu'on fait. Et puis, on offre aussi les camps de jour. C'est vraiment notre spécialité maintenant. Les camps de jour à la ferme où les jeunes y apprennent vraiment l'agriculture puis c'est quoi la vie à la ferme. Au Québec, on est fiers de nos richesses. Arrête donc. Pas toi, le graphite dans ta raquette. Hein? On a de grandes ambitions dans la production de gallium. Quoi? Ben, du gallium. Il y a ça dans ton ordi. Juste là. Ah! Le Québec, c'est un vrai chef de file en production de... Oui, on a compris. En production de bois de construction. Exact. Le chantier par là. Au Québec, la gestion responsable et durable de nos ressources, on la met à l'avant-plan. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Depuis plus de 3 décennies, Benoît Ayotte parcourt les forêts du Québec et du Labrador à la rencontre des loups. Explorateur, conférencier et défenseur de la faune, il partage son expérience, démystifie les croyances entourant cet animal emblématique et lance un appel à mieux protéger les habitats naturels. Voici un extrait de notre entrevue. Vous avez passé plus de 3 décennies de votre vie à observer, à explorer vraiment le milieu sauvage des loups. Alors, votre relation avec les loups depuis plus de 30 ans, qu'est-ce qui vous a vraiment
fasciné avec cet animal aussi vraiment, disons, exceptionnel. Oui, c'est sûr que c'est un animal exceptionnel. En tout cas, du moins pour moi. Ouais. Ça dépend des opinions. Il y en a qui le détestent, d'autres qui se passionnent pour lui. Moi, je me passionne pour cet animal-là. J'ai toujours eu un préjugé favorable pour le loup. Moi, je suis né ici, dans la région. Et puis, quand j'étais enfant, j'entendais différentes choses sur le loup. Je ne pouvais pas l'exprimer, mais je n'étais pas d'accord avec ce que j'entendais des gens. Les gens, c'était toujours de tirer les loups, le loup est méchant, tout ça. Pas dans ma famille, mais de ce que j'entendais en dehors de la famille. Jusqu'à temps qu'à l'âge de 12 ans, je rencontre mes premiers loups. En février, il était sur la rivière et puis je rentrais chez nous, il était peut-être 10 heures le soir et j'ai entendu la meute hurler. Et là, ça a été vraiment l'élément déclencheur à l'âge de 12 ans. Le lendemain, je chaussais mes raquettes et puis j'allais sur la rivière, je les ai pistées toute la journée. Puis ça a été le début de l'aventure, qui aujourd'hui, j'ai 66 ans et qui dure depuis toutes ces années. D'accord. Et dans un article que vous m'avez envoyé, voilà, quand on discutait, là, quand on préparait l'émission, vous dites, je cite, « Le prédateur le plus féroce n'est pas le loup, mais bel et bien l'homme. » Alors... Oui, c'est indiscutable pour moi. C'est prouvé scientifiquement. Okay. Et puis ceux qui ne sont pas d'accord avec ce fait scientifique-là, c'est seulement qui manque de connaissances ou manque de bonne volonté. L'animal le plus dangereux sur la planète, ça demeure l'être humain. Pourquoi vous dites ça? Bien, parce que c'est prouvé. Il y a combien... si on fait la somme des... ce qu'on appelle les grands prédateurs, lions, crocodiles, hippopotames, loups, ours, peu importe, et puis qu'on fait le total des attaques mortelles, on arrive à quelques centaines, même pas 1 millier de morts par année. Et si on regarde les homicides, à l'exception des guerres, on est dans des centaines de milliers par année entre nous. Alors, le calcul est assez simple. L'espèce la plus dangereuse, c'est nous. On a juste à regarder ce qu'on fait, notre rapport avec les animaux sauvages, notre rapport avec la nature. Le constat est facile. On est 8 milliards de personnes. Au niveau de la biodiversité aujourd'hui, 96 % de la biodiversité est représentée par l'être humain et les animaux avec lesquels on est dépendant pour notre nourriture. Ça veut dire les animaux d'élevage. Alors, il reste 4 % de biodiversité en 2026, au moment où on se parle, ou que c'est la faune sauvage. Et d'année en année, les nouvelles sont toujours mauvaises. On continue d'occuper le territoire et comme si on était les seuls habitants de la planète. Alors oui, l'animal le plus dangereux, ça demeure l'homme. Quels sont aujourd'hui les défis pour la protection des loups au Québec et au Canada? Le problème, c'est toujours le même, c'est la protection des habitats. Comme c'est une espèce qui a besoin de grandes étendues sauvages, alors si on regarde juste la situation au Québec, c'est très difficile de conserver le loup. Mais selon les vues des biologistes qui travaillent pour le ministère, pas des biologistes en général, mais spécifiquement les biologistes qui travaillent au ministère, eux autres disent qu'il n'y a aucun problème de gestion du loup au Québec, parce qu'à tous les ans, ils se tuent entre 4 et 700 loups et qu'il n'y a aucun problème. Fait que pour eux, à partir de cette base-là, il n'y a pas de problème. Le loup n'est pas menacé. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ces propos. Le loup, pour moi, il est en déclin. Il a toujours été en déclin. Et puis, j'entends des choses. Tu sais, je vais chez mon quincaillier, puis le monde m'écrit « Hey, ayotte, 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 tes loups sont partout, tes loups sont partout. » Il y en a plein, les ZEC sont au nord, au sud. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que les loups, ça peut avoir 300, 400, 500 km² de territoire. Fait que les loups que tu vois au nord de ton ZEC, de ta ZEC, c'est les mêmes loups que tu vois au sud. Mais tout le monde pense « Ah mon Dieu, on est envahi de loups cette année. » Et c'est pas du tout le cas. Ainsi se termine ce téléjournal hebdo. Maintenant, place à la météo, suivi de votre émission Interrogé. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.